Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 18e Rendez-vous du Futur, 18e émission déjà, on fêtera bientôt les 3 ans, je vous en dirai plus à la toute fin de l'émission. Cette émission est diffusée en direct, comme à chaque fois, ici, à Issy-les-Moulineaux. En direct grâce au talent conjugué du Cube, de la JD Carré, de Triple C et de 1R de chat. Vous pouvez live tweeter bien sûr sur le hashtag RDVFutur, un live tweet qui est impulsé, organisé, coordonné grâce aux équipes de Notex, de Sun Sun Sun, d'un Air de Chat et de Triple C et du Cube. En gros, grâce à tout le monde, mais grâce à vous également. Nous reviendrons à la fin de l'émission avec Gaïané de l'équipe de Notex sur le Tweet Point. Le Tweet Point, ce sont vos questions, vos commentaires, votre ressenti sur l'émission à chaud. Alors, 18e émission, les règles n'ont pas beaucoup changé, puisqu'elles nous conviennent bien. 1 heure de dialogue, un dialogue qui sera animé par Nils Aziosmanov, président du Cube, et Pierre Delacote. Pierre, écrivain, poète, expert en nouveaux usages. Et moi, je suis Éloi Choplin, de l'agence de communication astucieuse Triple C, et je suis en quelque sorte le passeur de mes questions, le passeur de vos questions, de celles que je reçois sur le chat, sur le site rendez-vous-du-futur.com et le site du cube.com, et le passeur également des questions que je vais voir sur Twitter, car, comme à chaque fois, cette émission se construit en direct, grâce à votre participation. Nous la voulons le plus possible collaborative. Donc inutile de vous dire que nous ne savons pas totalement de quoi nous allons vous parler, François Tadei. Mais laissez-moi vous présenter notre invité tout de suite. Alors François Tadei, quand on prépare un portrait d'un invité, on va évidemment sur Wikipédia. Donc je vais être rapide. Votre fiche sur Wikipédia nous apprend que vous êtes né en 1967. Vous êtes directeur du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. Vous militez activement pour l'innovation dans l'éducation. Nous allons pas mal en parler ce soir, bien sûr. Vous êtes diplômé de Polytechnique, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, docteur en génétique, directeur de recherche à l'INSERM. Vous avez publié dans de nombreuses revues scientifiques. Vous avez notamment contribué à France 2025, entre parenthèses, diagnostic stratégique 10 défis pour la France, c'est donc le titre de l'ouvrage qui a été fait autour de France 2025. Et vous êtes membre, enfin, du Haut Conseil de l'éducation depuis avril dernier. Alors, votre truc à vous, François Tadei, c'est la volonté farouche de transmettre un principe, celui de se remettre en cause. Celui d'apprendre le doute, l'humilité face au savoir, celui sans doute de se remettre à apprendre, de réapprendre à apprendre en quelque sorte, de savoir être constructif dans la critique, de ne pas tout prendre pour argent comptant aussi. Ça m'a pas mal marqué en cherchant un petit peu ce que vous avez pu faire, parce que je considère que c'est un sacré pari sur l'intelligence, sur sa propre intelligence et sur sa vivacité d'esprit. Bref, pour moi, vous êtes un travailleur acharné de l'optimisme constructif et vous nous donnez quelques espoirs devant les temps incertains qui s'annoncent pour les générations futures. Alors, comme j'ai la parole et que je pourrais peut-être la garder pendant de longues minutes, je vais m'octroyer le privilège de la première question. C'est une question qui rebondit évidemment sur l'actualité et sur l'éducation. On parle beaucoup des rythmes scolaires en ce moment. Mais alors moi je m'interroge, je me demande si c'est la bonne manière de prendre le débat. Est-ce que finalement on doit s'interroger sur le volume d'heures ou est-ce qu'on doit s'interroger sur le rôle de l'enseignant et sur ce qu'on met à l'intérieur de ces heures, derrière le pupitre ? Vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que je pense qu'il faut effectivement réfléchir plus à ce qui se passe dans la classe encore. C'est pas dire que les rythmes scolaires, c'est pas une question intéressante, mais c'est une question qu'on aurait pu se poser au XIXe siècle, et on se les posait à l'époque. Il se trouve qu'il y a des questions qui sont plus spécifiques du XXIe siècle et que je pense qu'il serait temps de se les poser, et un certain nombre de pays se les posent régulièrement. Et si on veut que les générations qui sont nées avec ces outils numériques dans les mains puissent en tirer le meilleur profit et aussi éviter un certain nombre des difficultés qui peuvent être liées avec le numérique, il faut, je pense, les accompagner dans ce cheminement. Et donc, il faut former les enseignants à les accompagner. Il faut arriver à développer une autre perspective de l'éducation et de l'apprendre, puisque c'est pas uniquement l'enseignant qui va tout transmettre, puisqu'aujourd'hui le savoir c'est pas uniquement détenu comme c'était au XIXe siècle par exemple par essentiellement l'instituteur présent dans les villages. Aujourd'hui la connaissance est accessible d'un bout de doigt à peu près n'importe où, et la question devient plus de la qualité de cette connaissance et d'être capable d'avoir un esprit critique, avoir du recul, être capable de synthétiser cette connaissance, être capable de produire soi-même cette connaissance, de ne pas être simplement un consommateur, mais même un acteur, voire un auteur de la connaissance. C'est une révolution totale pour le rôle de l'enseignant. Donc ça va prendre
Du temps. Ça va prendre du temps, mais en même temps, si on regarde bien, quelqu'un comme Socrate disait déjà ce genre de choses il y a très très longtemps. Et donc en fait, et je pense qu'il y a aujourd'hui des enseignants qui sont fondamentalement dans cette optique déjà. Et donc ce qu'il faut, je pense, c'est s'appuyer sur les meilleures pratiques telles qu'elles se développent à la fois en France et à l'étranger, puisqu'on est un grand pays qui représente 1% de l'humanité. Donc si on a 1% des innovations, c'est qu'on remplit notre mission. Et donc ça veut dire qu'il y a a priori 99% des innovations qu'on peut aller regarder à l'étranger et voir si on pense qu'elles peuvent s'adapter au contexte qui est le nôtre. Nils, je te laisse la parole. Alors moi, je vais m'adresser aux spécialistes de l'évolution. On assiste depuis un petit moment dans les médias à un sujet qui monte en puissance. Il y a encore peu, c'était un sujet qui était pris comme un sujet de science-fiction et aujourd'hui, il commence à prendre une tournure de plus en plus réelle. C'est le sujet du post-humanisme. Il y a des scientifiques tels que Ray Kurzweil, par exemple, qui a créé l'Institut de la Singularité financé par la NASA ou Google, donc ça commence à devenir assez sérieux, qui travaille à l'avènement d'un homme-machine immortel, augmenté de nombreuses capacités. Comment vous voyez ces recherches donc sur le post-humanisme et est-ce que vous croyez que l'homme va se transformer en une sorte d'OGM augmenté Comment vous voyez ça? En fait, moi je pense qu'il faut revenir, y compris aux temps les plus anciens pour essayer de se projeter dans l'avenir. Par exemple, Aristote disait qu'il y a 3 formes de connaissance, épistémé, techné et phronésis. Épistémé, c'est la science. Aujourd'hui, techné, c'est la technologie, et phronésis, tout le monde l'a oublié, mais c'est l'éthique de l'action. Et donc, par rapport à ces avenirs possibles, la question qui se pose, je pense, c'est fondamentalement une question éthique, et de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nous collectivement, pour nos enfants et pour la planète. Et je pense que la technologie, effectivement, permettra de faire toujours plus de choses, et au bout d'un moment, la question va être de savoir qu'est-ce qu'on choisit de faire ou pas. Et donc, cette éthique de l'action qui est derrière le mot phronésis, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse tous collectivement. Tout le monde parle de la société de la connaissance, par exemple. Mais cette société de la connaissance, c'est une société anonyme de la connaissance où certaines multinationales possèdent le contrôle de l'accès à la connaissance. Ou est-ce que c'est une société civile de la connaissance dans laquelle chacun est invité à être un acteur de cette société? Et par rapport à ça, est-ce que... je veux dire, la technologie, ça peut être le meilleur et le pire. Vous avez ce très beau livre de Roy Lewis qui s'appelle « Pourquoi j'ai mangé mon père ?» qui parle de la première technologie qui était le feu et qui décrit à quel point elle peut être destructrice, comme elle peut aider à se réchauffer, à se nourrir, à faire un certain nombre de choses, mais elle peut aussi détruire l'environnement ou brûler ses ennemis. Et donc, il y a fondamentalement toute technologie, depuis toujours, pose des questions d'éthique. Et je pense que plus une technologie est puissante, plus elle pose des questions d'éthique. Et aujourd'hui, on a des technologies qui sont toujours plus puissantes et il est plus nécessaire que jamais de s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire de ces technologies à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Puisque l'éthique, c'est pas seulement mon nombril sera-t-il plus beau demain, c'est aussi le rapport entre l'individuel et le collectif, le rapport entre le court terme et le long terme, le rapport entre les impacts locaux et les impacts globaux de décisions que nous pouvons tous prendre. Du coup, là, ça me donne envie de vous poser plein de questions, mais je vais en poser une avant de céder la parole à Pierre. Jean-Michel Beignet, qui est un spécialiste du post-humain, je reste sur cette veine pour l'instant, dit de nos sociétés occidentales qu'elles sont dépressives. Vous parliez d'action tout à l'heure. Et qu'après avoir cru à l'émancipation de l'homme par le progrès industriel, aujourd'hui, elles sont plutôt dans un état totalement dépressif. Et c'est comme si elles avaient finalement un peu démissionné et qu'elle voulait se fondre dans la machine qui, elle, a un côté un peu parfait. Et voilà, donc il a toute une théorie autour de ça. Et donc, à l'opposé de cette image un peu triste, vous mettez en avant l'image de ces enfants en Inde qui déploient une formidable vitalité autour d'un mouvement qui s'appelle Virus ICANN. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots et est-ce que vous partagez le regard de Jean-Michel Beignet sur nos sociétés occidentales, donc un peu dépressives, selon lui? Ce qui est vrai, c'est que... Donc, je ne peux pas parler du virus ICANN 30 secondes pour introduire le sujet. C'est parti d'une classe
avec une maîtresse particulièrement innovante qui choisit de prendre ses élèves et de sortir dans la rue et de les inviter à se poser des questions sur ce qui se passe dans la rue et qu'est-ce que eux, à leur âge, 8 ans en l'occurrence, peuvent faire pour améliorer même un tout petit peu leur environnement. Et la première fois, ils se sont amusés à rendre les passages cloutés plus visibles pour les enfants et pour qu'ils éviter les accidents. Et puis, donc ils ont peint des petites fleurs et fait des choses de ce genre. Et puis, progressivement, ils ont bloqué l'artère principale de la ville pour la rendre aux enfants le dimanche. Puis, elle a lancé ce mouvement donc, sur toute la ville, puis sur tout l'État, on est en Inde, puis sur l'ensemble du pays. Et ensuite, ce mouvement a franchi les frontières. Et aujourd'hui, on a des enfants qui ont fait des choses extraordinaires. Ils donnent des prix le jour de l'indépendance, le jour de Gandhi, en fait, en Inde. Et donc en hommage à Gandhi, il y a des enfants qui ont fait des choses fantastiques. Par exemple, il y a des enfants qui ont lutté contre l'analphabétisme de leurs parents. Il y a des enfants qui ont contribué à lutter contre le travail forcé d'enfants de leur âge. Il y en a qui ont lutté contre la prostitution d'enfants de leur âge. Et je pense que c'est des enfants qui feront forcément des choses intéressantes par la suite. Et ce qui est formidable aussi, c'est que du coup, les adultes se disent, si eux, 8 ans, peuvent le faire, bah moi je peux le faire. Enfin, il y a une espèce de transfert de responsabilité qui est très puissant, quoi. Exactement. C'est vrai que pouvoir prendre exemple sur ces enfants, c'est forcément quelque chose de très porteur. Et il y a ce beau mot en anglais dont on manque un peu d'équivalent en français, qui est le mot d'empowerment, qui est de rendre la capacité de faire des choses et de donner le pouvoir quelque part à ces jeunes sur leur destin personnel et sur leur avenir collectif. Et les inviter dans ce genre de mouvement, c'est très important. Et c'est vrai que quand on est dans des pays qui ont des croissances de 8 et 10%, comme la Chine ou l'Inde par exemple, on a une vision de l'avenir qui est forcément plus positive, puisqu'on sait qu'on vit mieux aujourd'hui que les générations précédentes. Les Occidentaux et les Français tout particulièrement ne sont pas forcément dans cette perspective-là. Hein, les jeunes Français et même la société française... C'est devenu dépressif, alors On a non seulement le niveau d'optimisme dans l'avenir est plus faible en France que dans la plupart des autres pays, même occidentaux. Mais en plus, le niveau de confiance qu'on a en soi et dans les autres est plus faible en France que dans les autres pays. Il y a un livre qui s'appelle « La société de défiance » qui décrit bien ces états de fait. Et on est à peu près au niveau de confiance en nous et dans les autres où sont les Russes et les Turcs. Donc moi, j'ai rien contre les Russes et les Turcs, mais on voit bien que leur relation aux institutions dans ce genre de pays n'est pas forcément celle que nous voudrions avoir dans le nôtre. Et pourtant, on en est à ce niveau-là. J'ai envie de réagir sur la question que je vais vous poser à la fin, mais je vais vous la poser tout de suite. C'est d'autant plus paradoxal que la France est la patrie une des patries principales de cette fameuse idée de progrès, avec un P majuscule, avec Condorcet par exemple, qui l'a formalisé. Et donc, est-ce que ce que vous dites me fait penser que c'est l'idée de progrès occidental qui est en train de dépérir, mais d'autres formes de progrès sont en train de naître et finalement de prendre la place avec une vision de l'avenir plus optimiste. Pendant que peut-être quand même le progrès occidental continue à détruire quand même aussi l'Inde et la Chine par sa technologie, par leur réchauffement climatique et autres sujets qu'on connaît bien. Donc est-ce que c'est pas un peu paradoxal que finalement le progrès nous abandonne nous et aille habiter dans d'autres parties de la Terre? Je pense que c'est pas tellement les Lumières qu'il faut remettre en cause, puisque les Lumières étaient profondément humanistes. Mais c'est plus, même s'il faut éventuellement les réinventer et les adapter au fait qu'on est sur une planète finie, etc. Je pense que ce qui est plus embêtant, c'est, en particulier en France, le positivisme dominant, qui a un certain nombre de conséquences négatives que je peux décrire brièvement. Mais l'une des premières, c'est de dire que, en fait, c'était profondément platonicien, c'est-à-dire qu'il y a des idéaux, et les mathématiques permettent de décrire mieux le monde que n'importe quoi d'autre. Et toutes les sciences, plus elles sont mathématisées, plus elles sont nobles. Et donc, il y a une hiérarchie fondamentale en France des disciplines avec les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, les sciences humaines, etc. Et donc, on voit ça, et c'est pas vrai dans les autres pays. Les autres pays occidentaux qui croient aussi au progrès, les Américains ou d'autres, n'ont pas cette hiérarchie de penser que les mathématiques, c'est la seule aune à laquelle il faut tout mesurer. Et en France, non seulement on mesure tout à cette aune-là, mais on mesure aussi tous les individus à cette aune-là. D'accord. La responsabilité d'une école comme Polytechnique, par exemple, qui forme un peu des ingénieurs qui nous dirigent ensuite. J'en connais beaucoup d'ailleurs.
Je sais pas pourquoi tu parles de Polytechnique, là, comme ça. Vous avez senti la nécessité de faire tout à fait autre chose avec un doctorat de biologie, je crois, sur la génétique. Donc, pourquoi vous avez échappé à cette armée du progrès qu'est Polytechnique? Je pense qu'une des difficultés de nos grandes écoles, il faut comprendre le contexte historique dans lequel elles ont été créées. On fait une révolution, on coupe un certain nombre de têtes, et on a besoin de former rapidement des élites sur des critères les plus objectifs possibles et en faisant des gens les plus compétents possibles. Et là, plutôt que de le faire sur la religion ou sur les textes anciens, on décide de le faire sur les mathématiques et les sciences. Et donc on crée l'école polytechnique, l'école normale dans la foulée. Napoléon transforme l'école polytechnique en une école militaire parce qu'il a besoin d'officiers capables de lui gagner un certain nombre de batailles. Donc c'est ça le contexte historique. Et on est dans un pays essentiellement d'analphabètes à ce moment-là, même si la France, grâce aux Lumières, était déjà en train de se moderniser. 50% des Français savaient lire et écrire à la Révolution, et il a fallu attendre 70 ans pour avoir retrouver le même chiffre. Donc c'est parfois trop peur. Exactement. Et la France était en avance, en particulier sur ce point-là, et c'est pour ça qu'on a fait une transition démographique plutôt que d'autres à ce moment-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on ne gère pas de la même manière un pays composé de 50% de gens alphabétisés et un pays où plus de 90% des gens arrivent à un niveau d'études équivalent au niveau du baccalauréat, disons. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, quand mon grand-père a passé son baccalauréat, il y avait 10 000 personnes qui passaient le bac en France. Aujourd'hui, il y a 10 000 docteurs chaque année en France. D'accord ? Donc on voit bien qu'en moyenne, il y a une progression de 8 années d'études. Et l'école polytechnique et l'école normale sont toujours au même niveau d'études. D'accord ? Et on ne gère pas de la même manière un pays dans lequel il y a plus de polytechniciens que de docteurs et un pays où il y a plus de docteurs que de polytechniciens. Et ça, c'est un des défauts. En plus, ce n'est pas seulement l'école polytechnique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une hiérarchie de nos écoles, plus forte que la hiérarchie entre les universités américaines, par exemple. Et à l'intérieur de chacune de nos écoles, il y a un classement d'entrée. Et dans les plus prestigieuses d'entre elles, il y a aussi un classement de sortie. Et moi, je ne connais pas d'autres pays au monde où il y a un classement de sortie dans les filières élitistes. Et donc, ça veut dire que chacun connaît son rang pour la vie dans la société française. Et en plus, c'est vraiment figé par la suite. Et c'est figé, et c'est pas seulement vrai des quelques polytechniciens et de leur classement de sortie, c'est vrai, si vous prenez un enfant à l'école primaire, ses notes en CP sont un excellent indicateur de où il en sera en terminale et de où il en sera dans sa vie professionnelle par la suite. Et ça, les corrélations entre l'origine sociale et les capacités des enfants au plus jeune âge et leur réussite et leur insertion par la suite sont plus fortes en France que partout ailleurs. Ça veut dire que tous les pays sont des pays qui ont du mal à gérer les inégalités sociales, mais que nous sommes l'un des pires avec Dubaï. Alors, question, allons plus loin, est-ce qu'il est légitime d'avoir cette fameuse séparation entre littéraire et scientifique au niveau du baccalauréat? Est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas remettre en cause cette fameuse opposition? Je pense que c'est l'avantage des scientifiques aujourd'hui, puisque le bac C et le bac... Donc, l'un des problèmes, c'est que les gens qui vont vers le bac C, ils vont parce que c'est bien de faire un bac C. Pas parce qu'ils sont intéressés par les mathématiques ou la physique ou les sciences, mais juste parce que c'est la voie royale qui va leur ouvrir un maximum de portes par la suite, quoi qu'ils veulent faire par la suite. Et ça, c'est juste dramatique. Et donc, pour le coup, ils ne font pas les choses par plaisir, ils le font parce qu'ils se sont obligés de les faire. Et donc, après, résultat, en fait, ils aiment moins les maths que s'ils n'en avaient pas fait. Si on ne les avait pas obligés à les faire. Et donc la probabilité qu'ils retrouvent le plaisir de faire des mathématiques par la suite est quasiment nulle dans un pays comme la France. Donc en France, il y a en plus donc cette hiérarchie des prépas, etc., et qui pousse les gens à choisir très tôt. On ne peut pas prendre une année sabbatique après son baccalauréat pour réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie. Ce que font beaucoup d'anglo-saxons et dans beaucoup de pays, les Scandinaves et autres. On incite les enfants en leur donnant des bonus pour rentrer dans les filières de leur choix par la suite, s'ils ont su aller voir ailleurs, s'ils ont su s'ouvrir. En France, si vous êtes sorti de la droite ligne, vous êtes systématiquement pénalisé. C'est toi qui gères le timing. Oui, je gère le timing, mais ça tombe bien que tu me redonnes la parole, parce que je vais poser une question de Merton, qui rebondit pas mal sur Twitter, et qui rebondit notamment, il pose une question avec une société d'anciens, aux mains des anciens plutôt, comment redonner le pouvoir aux jeunes pour relancer la machine? Alors en fait, la question...
C'est de savoir. Je pense que c'est une très bonne question. Et je pense qu'il y a deux manières de légitimer un parcours. Et la manière classique en France, c'est les diplômes, d'accord, avec tout ce qu'on vient de dire sur ces diplômes. Et puis il y a une autre manière qui est de légitimer les gens en fonction de ce qu'ils ont fait, pas en fonction du diplôme qu'ils ont. Et donc, si on a des jeunes qui ont fait des choses extraordinaires, eh bien, ils sont tout aussi légitimes que bien des plus anciens qui n'ont pas forcément fait autant de choses extraordinaires. Et on voit bien, c'est ce qui se passe sur Internet. Un informaticien de 14 ans qui est capable de créer des choses extraordinaires a plus de crédibilité sur le web que bien des gens qui ont éventuellement plus de diplômes qu'eux, mais qui n'ont pas la capacité à comprendre les besoins du moment et à s'emparer des outils disponibles et à en créer de nouveaux. Bientôt, on pourra vraiment apprendre le code, s'approprier le code à l'école. Alors, il y a des pays... Ils tiennent d'ailleurs les très grands, je crois, Bill Gates, Zuckerberg. Ils viennent de lancer un appel dans ce sens ces jours-ci. Et des pays comme l'Estonie apprennent aux enfants à coder dès le primaire. D'accord ? Et en fait, le MIT, par exemple, a inventé des langages de programmation comme Scratch, dans lesquels les enfants, et aujourd'hui des millions d'enfants d'âge primaire, début de collège, qui apprennent à coder, qui partagent leur code, et qui donc en plus comprennent l'état d'esprit de l'open source, qui est je peux récupérer quelque chose qui a été produit par quelqu'un d'autre, me l'approprier, en faire quelque chose d'autre que je vais pouvoir à nouveau partager, et donc je contribue à un acteur et un moteur de la cité de la connaissance, puisque je produis des choses, et je m'épanouis en le faisant. Et je ne suis pas en train de savoir si je mérite telle note, et si j'ai tel classement, et etc. Alors nous avons un bon élève ici, un bon élève qui s'appelle Alexis Botaya. C'est un journaliste défricheur qui expérimente le futur avec une vision résolument positive. C'est le rédacteur en chef du site Sun Sun Sun, notre partenaire. Et il vient nous rendre visite pour une sorte de point route du futur. Jingle. Alexis, bonsoir. Alors, on va voguer avec toi sur les routes du futur. Voguons. Et merci pour le bon élève, j'apprécie la remarque. Alors, effectivement, on va revenir sur des petites innovations autour de l'éducation et qui sont porteuses de sens et qu'on a identifiées sur le site de Sun 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 avec l'aide des éclaireurs. La première, je suis assez fier de moi aujourd'hui, Éloi, puisque j'ai pris un cours de neurobiologie ce matin et également de droit international. Et je trouve ça très marrant, non pas que le droit international soit une matière super hilarante, mais tout simplement parce que j'étais dans mon lit en train de bouffer des chips pendant que je suivais ce cours. Tout simplement parce que grâce à Coursera.com, le site qui aujourd'hui donne accès à tous les cours du monde gratuitement, on peut effectivement suivre des cours depuis chez soi qui se tiennent aux États-Unis, des cours de neurobiologie, des cours de droit international et les suivre avec les meilleurs spécialistes et les meilleurs profs qui existent aujourd'hui. Ça, c'est né il y a 1 an et demi maintenant. Ça a été lancé au départ avec Stanford, avec l'Université de Penn et avec Princeton. Et maintenant, il y a même l'école polytechnique qui a rejoint le système, ainsi que l'université de Tokyo, l'université de Hong Kong. Et ça permet de suivre effectivement les cours à distance. Tous les cours ne sont pas disponibles parce que le modèle s'appuie sur des options qui sont payantes. Mais ça permet évidemment de diffuser très largement la connaissance, puisqu'aujourd'hui, il y a près de 2 800 000 élèves qui suivent des cours diffusés grâce à ce site. On va rentrer dans le cœur d'un cours. Et là, vous voyez un très très jeune homme qui est en train de regarder avec attention un professeur qui peut-être il ne comprend pas. Ça nous est tous arrivé pendant nos cours. On suit le prof. On est très attentif à tout ce qu'il raconte, mais on ne comprend strictement rien. On veut poser une question, on n'ose pas et on sort finalement, on n'a rien compris. Si l'application Go So App Box avait existé à l'époque, on aurait pu poser une question de façon anonyme. En fait, c'est une application qui permet aux élèves les plus timides d'interagir avec le prof en live. Il faut savoir que sur des campus américains, aujourd'hui, les profs comme les élèves utilisent déjà Twitter, mais Twitter est nominatif, donc on peut savoir qui a posé la question. Là, ça permet de poser sa question sans avoir honte de la poser et donc de progresser. Et la troisième innovation, alors certains d'entre vous ont peut-être des enfants et je souhaite à vos enfants d'avoir des correspondants en Suède et notamment avec la Vitra School que vous voyez et qui a une approche un petit peu particulière de l'éducation puisqu'il n'y a aucune salle particulière réservée aux classes.
Il n'y a pas de chaises comme on les connaît dans les écoles de chez nous. Il n'y a pas de tableau noir avec les craies, sauf celui que vous voyez à droite, mais c'est carrément un mur. Et on laisse les élèves, étudiants, vaquer à leurs occupations, ils peuvent passer d'un canapé dans lequel ils peuvent se vautrer et même l'escalader, comme vous le voyez là, à des salles de travaux collaboratifs où ils peuvent mettre en place des projets ensemble avec l'aide de leurs professeurs. Je vous avoue que quand j'ai vu ça et quand les éclairants nous ont communiqué cette innovation, on s'est dit qu'on s'était trompé d'époque et qu'il aurait fallu vivre l'école aujourd'hui. Merci. En Suède, oui, avec des correspondants suédois. Une petite réaction, François ? Oui, c'est sûr que Coursera, par exemple, croît plus vite que Facebook sur sa première année d'existence. Et que donc il faut s'interroger sur pourquoi. Je pense qu'effectivement, vous l'avez bien résumé. Et en même temps, quelles sont les limites de ce modèle-là ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Coursera, c'est une entreprise privée, par exemple. Qu'effectivement, si les cours sont gratuits, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. Et ça ne veut pas dire que on retrouve tout ce qu'on peut trouver sur un grand campus international comme celui de Stanford ou d'Harvard, etc. Et donc, il y a plusieurs questions qui se posent à partir de là. C'est que fait la France ou que fait l'Europe ? Est-ce que ces modèles doivent nécessairement être privés ? Donc, le Harvard et le MIT ont lancé une activité non-profit autour de ça, qui s'appelle edX. Est-ce que l'État, la puissance publique, disons plus généralement, doit s'emparer de ces questions ? Et si oui, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce que demain, il n'y aura plus un étudiant dans un amphi de neurobiologie ou de droit en France et qui seront tous dans leur lit en train de manger des chips ? Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent là-dessus. Et je pense qu'il faut en particulier réfléchir, je veux dire, si cet attrait, si l'engouement est tel qu'il est, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils apportent quelque chose qui n'était pas là jusqu'à maintenant. En particulier, ils sont plutôt meilleurs qu'on aurait pu le craindre sur la capacité à créer de l'interaction entre étudiants, puisqu'ils invitent à créer des forums, ils invitent les étudiants à partager leur expérience, ils les invitent à se rencontrer dans la vie réelle, parce que quand on a 100 000 étudiants qui sont inscrits dans le même cours, et ça veut dire qu'il y en a plusieurs dans la plupart des grandes villes, et que donc ils peuvent se retrouver, prendre un café ensemble et partager une partie du plaisir de la vie étudiante, qui est de sortir ensemble et de discuter et d'aller au-delà du cours. Mais je pense de draguer, par exemple, et plus si affinité. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nos universités. Et nos universités, je pense qu'elles ont besoin de se réinventer par rapport à ça. Et quelle est leur valeur ajoutée aujourd'hui ? Si la seule chose qu'elles font, c'est des cours d'amphi, leur valeur ajoutée n'est pas évidente. Si leur capacité, c'est de créer du lien, d'accompagner les étudiants, de les aider à monter des projets individuels et collectifs, de réfléchir à leur orientation professionnelle, de les aider à trouver des stages dans le tissu local, etc., alors elles peuvent avoir une vraie valeur ajoutée. Mais ça suppose là aussi de réinventer le modèle de l'enseignant qui sait tout et les étudiants qui sont au fond de l'amphi et qui se taisent. Et donc il y a vraiment besoin de travailler là-dessus, mais ça suppose d'accompagner le changement. Et je pense que si la puissance publique doit faire quelque chose, ce n'est pas nécessairement de décréter qu'on va avoir un nouveau plan calcul, on nous a déjà fait ce genre de truc, généralement c'est obsolète, et puis par rapport à la réactivité des startups américaines, on a peu de chances de faire quoi que ce soit de véritablement décisif, mais c'est comment est-ce qu'on accompagne ce changement, et est-ce qu'on réfléchit, est-ce que c'est uniquement un modèle privé par exemple, puisque c'est le cas de Coursera, ou est-ce que c'est un modèle public ? Est-ce que sur Coursera, sur le modèle de ce qu'on appelle les Massive Online Open Course, d'accord, les MOOC, et le Open, dans ce cas-là, veut dire simplement Open Registration. D'accord ? Or, je pense qu'il est au moins aussi important de se demander si c'est Open Course, au sens où le cours peut évoluer. Est-ce que c'est Open Data, au sens où les données générées par les étudiants sont disponibles pour que les étudiants d'une part et la communauté d'autre part puissent s'en emparer pour faire évoluer les choses ? Est-ce que c'est Open Software, au sens où la plateforme peut évoluer et on peut proposer de nouvelles applications telles que celles que vous nous avez décrites ? Et donc on a vraiment besoin de se poser toutes ces questions-là. Est-ce qu'on se contente de devoir tout apprendre en anglais ? Est-ce qu'on traduit en français ? Est-ce qu'on produit nos propres contenus ? Est-ce qu'on les adapte à nos publics ? Est-ce qu'on réfléchit ? Et c'est qui ces publics ?
Est-ce que c'est uniquement un public d'élite qui est capable de comprendre un cours de 3e cycle de Stanford, ou est-ce qu'on fait des cours pour les lycéens qui ont des tonnes de problèmes d'orientation dans un pays comme le nôtre et qui arrivent à l'université et ils s'interrogeaient sur est-ce que je fais de la psychologie, du droit, de la médecine ou de l'informatique. Rien de ça n'est enseigné au lycée. Et donc comment est-ce qu'ils choisissent aujourd'hui? Ils choisissent s'ils ont des parents qui savent. Et s'ils n'ont pas de parents qui savent, eh ben, ils tirent à pile ou face ou ils font comment? Et donc s'ils avaient des MOOC, par exemple, d'initiation à la psychologie, le droit, la médecine et l'informatique, ils pourraient mieux comprendre ce qu'on attendra d'eux par la suite et décider par rapport à ça. Et donc je pense qu'il y a tout un écosystème fondamentalement à bâtir et un écosystème dans lequel on doit inviter les apprenants à enrichir l'écosystème au fur et à mesure. C'est ça pour moi un écosystème d'apprentissage du XXIe siècle. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce propos. Si vous prenez par exemple des étudiants en train d'apprendre sur un sujet, donc chez nous c'est en biologie, mais nous ce qu'on leur demande, c'est leur contrôle continu, c'est d'améliorer la page Wikipédia en français et éventuellement la page Wikipédia en anglais. D'accord ? Et donc ils doivent comparer les deux et chercher des sources ailleurs et éventuellement améliorer ça. Et donc ça veut dire que non seulement ils ont fait un exercice qui est plutôt plus stimulant que la moyenne et surtout qui évite de finir dans une poubelle, parce que fondamentalement la plupart des devoirs finissent dans les poubelles. Je ne connais pas de fétichistes qui les aient tous gardés en tout cas. Et même les meilleurs élèves, les plus accros du diplôme. Mais par contre, s'ils font ça, à chaque fois qu'un élève apprend quelque chose, alors quand un autre élève voudra apprendre le même type de choses, cet apprentissage sera facilité. Et vous pouvez faire la même chose sur un MOOC s'il est évolutif et si vous l'avez mis dans le domaine public au sens de l'open source et de Creative Commons. C'est-à-dire que si vous créez un MOOC et vous dites la première génération des étudiants qui apprend sur ce MOOC apprend déjà des choses, mais elle va créer des contenus qui vont faire que les apprentissages de la génération qui les suivra seront facilités et que tous ensemble ils vont pouvoir améliorer les choses même en temps réel, à ce moment-là on est complètement dans une autre perspective. Comme ça, une école qui proposait aux élèves de créer les pages Facebook de Mozart, de grands personnages, de manière collaborative, pareil. Alors moi, la question que je vais vous poser, c'est que derrière ces modèles, il y a aussi la dimension économique, les modèles économiques. Les échanges en peer-to-peer et les modèles open source, aujourd'hui, foisonnent et se répandent dans d'autres domaines que simplement le logiciel ou les médias. On passe de Wikipédia et Linux, en gros, à la production de biens et de services distribués. On peut citer par exemple le Smart Grid pour l'énergie. Jeremy Rifkin prophétise de l'énergie gratuite bientôt. Ou les Makers, qui est un grand mouvement aux États-Unis autour de la production d'objets 3D. Le rédacteur en chef de Wired vient de quitter la revue pour monter son entreprise de Fab Lab. Alors, est-ce que cette montée de l'économie en peer-to-peer est, selon vous, compatible avec le système capitaliste? Est-ce que ces deux modèles, finalement, ne sont pas en conflit? Alors, je reviens sur ma perspective d'évolutionniste. Dans l'évolution, il y a différents types d'organismes. Il y a des organismes qui ont une reproduction clonale, qui généralement ont un avantage à court terme, et des organismes qui ont une reproduction sexuée. Et en fait, il y a un coût à chercher un partenaire et à s'apparier plutôt que de se reproduire tout seul. Il se trouve que, heureusement pour nous, en l'occurrence, la reproduction sexuée gagne sur le long terme parce qu'elle est plus adaptative, parce qu'elle est plus évolutive et parce qu'elle répond mieux aux défis de la diversité qu'il faut produire régulièrement dans des environnements qui sont toujours en train de changer. Et donc aujourd'hui, si on reprend ça, vous avez effectivement des logiciels typiquement ou des systèmes propriétaires fermés qui peuvent à court terme gagner beaucoup d'argent et avoir un avantage compétitif. Mais je pense qu'ils sont fondamentalement moins adaptables que des systèmes ouverts dans lesquels il y a plus de gens qui peuvent contribuer à améliorer les choses. Même si Apple et Microsoft, par exemple, sont deux grandes entreprises, il y a moins d'informaticiens chez eux qu'à l'extérieur. Et donc, quand on est à l'extérieur et qu'on est dans un système ouvert, tous les informaticiens du monde peuvent contribuer au progrès de ces logiciels ouverts. Et donc, je pense que sur le long terme, les logiciels ouverts ont un avantage. Alors, la question du modèle économique maintenant est vraiment intéressante. Mais il y a des entreprises comme IBM ou Google, par exemple, qui ne sont pas vraiment les anarchistes ou des aventuriers de l'économie collaborative qui, fondamentalement, sont passés à ce modèle-là parce qu'ils le trouvent plus efficace. Et donc, en fait, je pense qu'on va vers des solutions qui sont plus hybrides, dans lesquelles il peut y avoir une partie de ce qu'on fait que l'on offre à tous et une autre partie de ce que, au moins certains font,
qui est plus fermé et qui donne un avantage compétitif au moins transitoire. Finalement, c'est le modèle freemium des plateformes qui se développe de plus en plus. C'est exactement ça. Et en même temps, donc ça c'est le modèle économique pour ceux qui en veulent un, mais ça invite les contributeurs anonymes, via ce surplus cognitif que vous connaissez bien, à contribuer dans leur moment où ils ont envie de contribuer à un collectif et à contribuer à une aventure commune. Et ils enrichiront au passage une plateforme ou une autre, Wikipédia ou d'autres choses. Et même Wikipédia a besoin de se réinventer, personnellement, je pense. Ces nouvelles externalités positives qui captent le flux et la valeur. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans un système où les tenants des plateformes, par exemple, ne repartagent pas trop la valeur. Donc c'est sur le plan économique, j'entends, sur le plan du modèle économique. Je pense que si on regarde, par exemple, le système éducatif, c'est rien qu'aux États-Unis, 1000 milliards de dollars. C'est quand même des budgets colossaux. C'est pas pour rien qu'un certain nombre d'investisseurs de la Silicon Valley qui investissent à tour de bras aujourd'hui dans les entreprises de type Coursera, les startups ou les smart-up, celles qui s'intéressent à l'intelligence. Mais je pense qu'on a besoin de créer des modèles ouverts et la puissance publique qui aujourd'hui dépense ces milliards, en France 60 milliards rien que dans l'éducation, à l'échelle de la planète c'est des milliers de milliards, si on était capable d'inventer un système dans lequel l'enfant apprend mieux et en apprenant mieux, il contribue à produire des connaissances qui seront accessibles à toujours plus de gens. On voit bien qu'on a un modèle économique qui est très différent, dans lequel l'État y gagne parce qu'il forme mieux des individus qui éventuellement un jour payeront des impôts. Et donc on peut inventer un écosystème dans lequel les externalités positives dont vous parlez, la société de la connaissance, ce n'est pas une société anonyme de la connaissance, mais c'est bien une société co-construite dans laquelle chacun peut bénéficier de l'apport de tous. Donc ce que je peux vous faire, excusez-moi, mais juste pour terminer avec ça, le processus compétitif pour vous, il est toujours valide ou est-ce que le coopératif, à un moment donné, prendra, ou le coopératif prendra le dessus sur le compétitif. Enfin, c'est cette logique de l'économie libérale compétitive qui, à un moment donné, bute quand même sur ces logiques de coopération, quoi. Je pense que on verra coexister pendant encore longtemps les deux modèles. Ça fait déjà un certain moment qu'on voit les deux modèles coexister. Je veux dire, les coopératives, par exemple, c'est un concept qui n'est pas du 21e siècle, les associations, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les modèles de type entrepreneuriat social, par exemple, qui cherchent pas simplement à maximiser la valeur financière, mais en fait la valeur humaine, la valeur sociale, croissent plus vite que n'importe quel autre secteur d'activité quand on regarde à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est profondément intéressant. Et c'est vrai que par ailleurs, le modèle qui cherche qu'à maximiser le profit à court terme passe à côté d'externalités négatives, comme la pollution, comme la dégradation de l'environnement, comme les problèmes climatiques, comme les problèmes de santé publique, par exemple, et va se retrouver confronté à un moment donné, un refus des citoyens d'aller plus en avant, parce que ça n'est tout simplement plus crédible. Et donc, et c'est vrai que si on implique les plus jeunes dans cette réflexion, et donc on revient sur ces questions éthiques fondamentales, et ces questions de court terme et de long terme, d'individus et de collectifs, de local et de global. Ça, c'est vraiment la phronésis d'Aristote. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a à la fois des choses qui sont fondamentalement différentes aujourd'hui, et il y a des choses qui remontent à Socrate et Aristote. Justement, tous les aspects de collaboration, de coopération entre les âges, entre les cultures également, on en a beaucoup parlé évidemment la dernière fois avec Patrick Vivray. Et alors Patrick Vivray, on a abordé le thème de l'adaptation nécessaire, sinon on tombe. Il nous cite une phrase, on va la regarder, il nous cite une phrase de John Stuart Mill, et on va le regarder et on en parlera juste après. Voilà ce que disait Stuart Mill à propos de l'obsession de la compétition. J'avoue que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaire, que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se coudoie, où l'on est écrasé, où l'on se marche sur les talons, et qui est le type de la société actuelle, soit la destinée la plus désirable pour l'humanité. Et il ajoute, la vie de tout un sexe est employée à courir après les dollars et la vie de l'autre à élever des chasseurs de dollars. Ce n'est pas une perfection sociale dont la réalisation puisse devenir le but des philanthropes. Eh bien, nos économistes qui passent leur temps à révérer
les économistes classiques, ils devraient méditer cette phrase de Stuart Mill, qui a une autre phase extrêmement importante sur l'état stationnaire. Le moment où les sociétés arrivent à la fin de la croissance strictement matérielle. Et au lieu de considérer que c'est une mauvaise nouvelle, ils considèrent au contraire que ça peut être une excellente nouvelle à partir du moment où ça permet de développer des potentialités créatives sur la question, dit-il, des arts, de la culture et des potentialités spirituelles. C'est dans ce type de direction que des sociétés du bien vivre devraient, à mon avis, s'engager. Retour en plateau, du coup, après cette séquence de Patrick Vivray. Comme nous sommes en direct, je préfère vous le dire, chers amis internautes. Vous avez eu le son, nous ne l'avons pas eu ici. Donc François Tadei ne l'a pas eu. Mais du coup, je laisse Nils rebondir sur cette séquence de Patrick Vivray pour vous faire réagir derrière. En fait, je vais le citer, Patrick Vivray. Vous avez parlé tout à l'heure du court terme et du long terme. Alors, une étude réalisée par 22 chercheurs appartenant à une quinzaine d'institutions scientifiques internationales ont publié dans la revue Nature en juillet dernier une étude qui dit que les écosystèmes de la planète pourraient connaître un effondrement total et irréversible d'ici 2100. Donc, le philosophe et essayiste altermondialiste Patrick Vivray, qui était notre invité, vous l'avez vu récemment, dit que ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète. En fait, c'est une erreur c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète, c'est l'humain. L'idée étant que la planète, elle, de toute manière, elle était là bien avant l'humain et qu'elle sera là bien après. Donc, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision que l'homme, finalement, n'est peut-être qu'un accident de parcours de la nature, comme les dinosaures et comment réagir à cette étude, enfin, en tout cas, comment inverser la tendance? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'espèce qui soit immortelle et qu'il y a un certain nombre d'extinctions plus ou moins massives qui se sont produites au cours de l'histoire de l'évolution de la planète et qu'aujourd'hui, la vitesse d'extinction des espèces est accrue de par l'activité humaine et les écosystèmes sont effectivement toujours plus fragilisés par les activités humaines et que, vu la complexité des écosystèmes et des interactions, en détruisant une partie de ces écosystèmes, nous mettons en danger notre propre survie. Ça, je pense que c'est vrai et en tant que biologiste et de l'évolution, j'en suis intimement persuadé. Alors, la question, c'est comment inverser ces choses-là. Et je pense qu'il y a besoin de former une génération différemment, à prendre en compte à la fois les défis dont on est en train de parler, mais en même temps une réflexion sur ce que c'est qu'un système complexe, que la différence entre ce court terme et ce long terme, ce local et ce global, leur intérêt immédiat qui peut être de surconsommer et leur intérêt bien compris de long terme et l'intérêt collectif qui est de s'organiser différemment. Et donc je pense que ça peut se pratiquer à différentes échelles et à différents âges. Et c'est vrai que si le système éducatif est basé uniquement sur la compétition, il y a peu de chances pour qu'on comprenne ces valeurs de partage et le fait qu'on est tous sur le même bateau. Si on monte des projets collectifs et que parmi ces projets collectifs, on a des projets dans lesquels on s'implique dans son environnement pour mieux le connaître et éventuellement éviter qu'il ne se détériore, voire contribuer à ce qu'il s'améliore, c'est très important. Par exemple, si les enfants sont impliqués dans un projet dans lequel ils peuvent cartographier la biodiversité autour d'eux, ou le climat autour d'eux, ou la pollution autour d'eux, et qu'ils peuvent ensuite partager les données qu'ils vont produire avec d'autres enfants tout au long de la planète, alors ils vont pouvoir se rendre compte que progressivement la biodiversité est menacée et ils vont pouvoir se dire mais en fait quand on contribue à diminuer la pollution de la rivière qui est à côté de nous, alors en fait on contribue au moins à notre échelle à essayer de restaurer les choses et ils se mettent dans une autre optique, dans une autre dynamique. Est-ce que je peux vous faire réagir sur une information que j'ai eue sur Internet ce matin ou hier? C'est l'université de Duke aux États-Unis qui est en partenariat avec l'université brésilienne, est arrivé à relier le cerveau de 2 rats à distance. C'est-à-dire que le premier rat a appris que quand il faisait telle action, il était récompensé par de la nourriture ou de l'eau, et avec des électrodes et une liaison à distance. Le deuxième rat apprenait à faire la même chose, c'est-à-dire parce qu'il voulait aussi la récompense, eh bien, il avait compris plus vite
et très rapidement, comme le premier, il avait la même intelligence que le premier. Alors ça, c'est à la fois effrayant. En même temps, le but du jeu, c'est que demain, peut-être des personnes handicapées puissent utiliser un cerveau autrement, en interagissant avec leur... Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tout simplement, cette actualité sur les deux rats qui fonctionnent à distance de la même manière? C'est effrayant ou c'est rassurant? Alors, en fait, on n'est pas obligé d'opposer les deux visions. Il y a des choses qui sont fondamentalement intéressantes parce qu'on a l'impression qu'on comprend mieux ce que c'est que le cerveau, comment il fonctionne et qu'on va peut-être pouvoir fonctionner de manière plus collective demain. Donc, il y a des choses dont qu'on peut espérer. Ce qui est effrayant, c'est la possibilité de manipuler quelqu'un à distance. Je pense que c'est ça qui nous ferait tous peur. Ce qui est vrai, c'est que ce genre de recherche a permis effectivement à des handicapés de piloter des bras robotisés et leur permettre de boire leur café alors qu'ils n'en avaient pas bu pendant toute leur vie, tout seul. Donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent apporter. Et donc je pense que pour revenir à une des questions que vous posiez au début sur l'homme augmenté quelque part et le post-humain, la question c'est est-ce qu'on cherche à corriger des défauts, des pathologies, des handicaps, ou est-ce qu'on cherche à toujours augmenter, et si oui, quoi et est-ce qu'on cherche à augmenter la créativité, est-ce qu'on cherche à augmenter notre capacité à l'empathie, à l'échange, ou est-ce qu'on cherche à améliorer notre capacité à courir un 100 mètres toujours plus vite ou à réaliser des exploits de je ne sais quelle nature? L'interdisciplinarité, c'est votre cheval de bataille. Vous en parlez énormément. Est-ce que vous ne mettez pas le doigt sur un problème crucial de notre époque, notamment peut-être en Europe et en France, mais probablement, c'est que nous n'avons plus de grands esprits. Là, je ne parle pas de culture, je ne parle pas d'éducation, mais de création intellectuelle, de grands esprits qui, comme à l'époque des Lumières ou de la Renaissance, sont à la fois comme Pascal, philosophe et scientifique, mathématicien, comme Leibniz, philosophe et créateur du calcul intégral, comme Goethe, qui était scientifique, biologiste et en même temps poète. Est-ce que ce n'est pas ces grands esprits de synthèse dans la création intellectuelle qui nous manquent aujourd'hui? Alors, je pense que on a besoin de gens qui s'intéressent à ces différentes dimensions de l'humain et de la connaissance. Je pense que ça, c'est très important. Et on peut effectivement soit contribuer, si on est en compétition les uns avec les autres, en s'hyper spécialisant, peut-être qu'on arrivera à être le meilleur dans un micro-sous-domaine et que c'est une partie des règles du jeu d'aujourd'hui qui sont en train de s'appliquer. Par contre, moi, ce que je dirais, pour revenir encore une fois à des philosophes grecs, c'est que c'est un peu le mythe de la caverne. Si vous regardez cet objet uniquement sous cet angle-là, vous allez en voir très peu de choses. Si vous commencez à le regarder sous ces différents angles et vous commencez à vous rendre compte de la manière dont on s'en sert, vous allez pouvoir voir une complexité, une richesse beaucoup plus intéressante. Et moi, j'ai l'impression en fait que chaque discipline est en fait dans une caverne. Elle a appris à regarder le monde avec des outils toujours plus précis, mais uniquement sous un certain angle. Si vous êtes capable de créer un regard interdisciplinaire, un dialogue entre des gens formés à utiliser différents types d'outils, alors ils vont pouvoir voir cet objet sous différents angles, ils vont pouvoir mieux le comprendre. Et c'est vrai d'un objet aussi trivial que celui-ci, mais c'est aussi vrai d'objets beaucoup plus complexes, comme les problèmes de développement durable, les problèmes de réchauffement climatique et tout ça. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais ce qu'il faut aussi apprendre à faire, c'est éviter d'hiérarchiser ces disciplines, parce qu'autrement, il y en a qui vont vous regarder de haut et d'autres qui vont penser qu'ils n'ont même pas le droit à la parole. Donc on a besoin d'accepter toutes les formes d'intelligence, toutes les disciplines, et il y a un proverbe japonais que j'aime bien qui dit « Aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous ». Et je pense qu'en fait, aucune discipline n'est plus intelligente que l'ensemble des disciplines. Si on sait combiner ces regards, alors on ne va pas voir seulement une seule perspective, on va être capable de l'enrichir. Et les perspectives scientifiques, artistiques, philosophiques, on va pouvoir les articuler pour mieux comprendre les défis et pour mieux les relever. Nous arrivons très bientôt à la fin de cette émission. Ça passe super vite. C'est une vitesse. Non, c'est que c'est passionnant. C'est que c'est passionnant. Le dernier chapitre de cette émission, c'est le chapitre, c'est ce que j'appelle le Tweet Point. Le Tweet Point, c'est en collaboration avec Notex. Notex est un réseau d'explorateurs des communautés créatives et innovantes. Et Gaïané revient avec nous en cette fin d'émission pour savoir ce qui s'est dit, pour rebondir sur vos commentaires sur Twitter et sur le chat également, et sur le hashtag RDVF et le hashtag RDV Futur, parce qu'il y a eu une petite incompréhension de ma part sur le hashtag. Allons-y pour le jingle.
Alors Gaïané, bonsoir. Je crois que tu connais François. Sur Twitter, alors, qu'est-ce qui s'est dit pendant toute cette heure ? Ouais, excuse-moi Gaïané. Petit problème de micro. Donc, je disais beaucoup de réactions sur Twitter. L'éducation intéresse beaucoup de gens et beaucoup se parler autour des MOOC, des fameux cours en ligne et de la place encore du physique. Est-ce qu'on en a encore besoin? À quoi ça peut servir? Il y a eu aussi quelques questions sur la capacité des enseignants à intégrer en fait les innovations dont tu parlais, François. Et une autre question que j'avais aussi envie de te poser, qui était, tu as parlé au début des 3 formes de connaissances. Est-ce que tu vois une manière d'articuler les 3 et comment? Alors, donc l'importance du physique, je pense qu'on est des êtres de chair et de sang, et donc on a besoin de physique, et on a besoin d'interaction et de chaleur humaine, et probablement qu'on en a plus besoin que jamais, parce que justement il y a cette tentation qu'on a tous de plonger dans ces univers numériques, et à un moment donné on voit bien qu'il nous manque quelque chose. Et donc je pense qu'on a vraiment besoin... Je pense que l'expérience sur les campus a toujours été une expérience de transition pour tous ceux qui, quittant leur famille et avant dans le monde professionnel, vivaient dans un espèce de sas. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ce genre de moments. Et c'est vrai que sur les campus, il se passe des choses extraordinaires. Vous parliez de rencontres amoureuses. Il y a aussi la possibilité de rencontres intellectuelles et la possibilité de créer ensemble des choses. C'est pas exclusif, hein, de toutes les manières. Mais et donc je pense qu'on a besoin de ça, et arriver à créer des lieux qui soient fondamentalement des lieux de convivialité, que ne sont pas forcément les amphis par défaut, d'accord ? Mais arriver à créer des lieux qui invitent, comme on l'a vu tout à l'heure, des jeunes à se rencontrer, à discuter ensemble et à monter ensemble des projets, et à leur donner accès dans ces lieux privilégiés que peuvent être les universités à des matériels qu'ils ne verront pas forcément partout ailleurs. Ça peut être intéressant. Typiquement, les laboratoires, je pense qu'il faut les multiplier. Je pense qu'il faudrait avoir des Fab Labs dans toujours plus de lieux. Mais c'est quand même des lieux qui, pour l'instant, sont des lieux privilégiés. Et donc, et je pense que demain, certaines formes de Fab Labs se démocratiseront, mais qu'il y aura toujours des formes de Fab Labs, disons, qui seront plus chères, plus expérimentales, et qui se trouveront dans des lieux particuliers dans lesquels il faudra pouvoir se retrouver pour, ensemble, construire quelque chose. Donc ça, c'est un point important. Après, le point que tu soulevais. Il y en avait un qui était aussi comment du coup les enseignants pouvaient intégrer tout ça. Je pense que les enseignants se doivent d'accompagner cette démarche. Et je pense qu'un enseignant qui est à l'écoute de ses étudiants, qui ne prétend pas savoir tout ce qu'ils ne savent pas, mais qui... moi, j'ai appris plus de mes étudiants que je ne pense que je ne leur ai enseigné. Et donc, si on est dans cette co-construction, ça ne veut pas dire que l'enseignant, il n'y a pas des choses qu'il sait que les étudiants ne savent pas. Il peut avoir plus de recul, il peut avoir une certaine démarche, il peut savoir ce que c'est que l'esprit critique, l'esprit de synthèse. Il peut les accompagner dans une zone de transition qui ne sont pas forcément faciles à faire parce que le monde est complexe et il a plus d'expérience qu'eux. Donc ça, je pense que c'est l'apport de l'enseignant. Ce n'est pas le savoir brut. Le savoir brut, tu vas le trouver ailleurs. Et tu avais une question plus personnelle ? La dernière, c'était justement la capacité à articuler les 3 formes de connaissances que tu citais au début. C'est clé. Mais je pense que, par exemple, si on veut comprendre la différence entre le court terme et le long terme, on a besoin d'une approche scientifique. Parce que comment s'enchaînent les boucles de rétroaction pour amener à des points de bascule, etc., c'est des choses de l'ordre de la théorie du chaos, de la théorie des réseaux. On a besoin là de connaissances scientifiques poussées. Et donc, je pense que même si on voulait tous agir pour le meilleur, si on n'avait aucune connaissance scientifique, on n'y arriverait pas. Et si on n'était pas capable de comprendre en quoi la technologie peut nous aider à avancer dans certains cas et au contraire dans d'autres à aller dans le mur, on a besoin de ça. Et donc on a besoin d'inventer des technologies qui sont plus durables, qu'il est plus facile de s'approprier, qu'il est plus facile de modifier pour l'adapter aux besoins des individus, des collectifs, du local et du global.
Et ça, je pense que c'est essentiel. Donc je pense qu'il faut donner des exemples et pour illustrer ça, parce qu'autrement ça a l'air un peu théorique. Mais on peut, par exemple, citer T.S. Eliot. D'accord ? T.S. Eliot disait « Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance ? Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information ?» Et aujourd'hui, tu pourrais rajouter « Où est passée l'information qu'on a perdue dans les données ?» Et il y a toujours plus de données partout, et on est tous un peu noyés là-dedans, et il y a cette espèce d'espoir qu'un jour, le grand Google ou je ne sais qui va venir et prendre toutes ces données, comprendre l'intégralité et nous dire ce qu'on doit faire. Honnêtement, moi, ça ne me fait pas très envie. J'ai plutôt peur de ce genre de futur. Par contre, si on apprend tous à ce que c'est qu'une donnée, comment est-ce qu'elle est produite, comment est-ce qu'on peut la transformer en une information, comment est-ce que cette information, on peut la transformer en une connaissance, et cette connaissance, si ce n'est en sagesse, du moins en éthique, partagée et discutée collectivement, je pense qu'on a beaucoup plus... Résolument favorable à l'open data plutôt qu'au... Je suis non seulement favorable à l'open data, bien sûr, mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire qu'il faut apprendre. C'est pas parce que les données sont disponibles, il faut qu'elles soient disponibles. Mais c'est pas parce qu'elles sont disponibles qu'on sait quoi en faire. Je prends par exemple, pour illustrer ce point, il y a eu un nuage radioactif que les douaniers français ont su arrêter après Tchernobyl, chacun le sait. Donc il y avait des données qui n'étaient pas très open à l'époque, d'accord. Quelques années plus tard, un autre nuage radioactif nous arrive après avoir fait le tour du Pacifique, passé par-dessus l'Amérique du Nord et l'Atlantique, et arrive chez nous. Et on nous dit les données sont publiques, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le nuage est là, mais il n'est pas dangereux. Alors vous avez la donnée et vous croyez l'information ou vous ne la croyez pas, d'accord. Et vous êtes un parent japonais et vous devez donner des sushis ou autre chose à vos enfants, et on vous dit vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, comme on a dit aux parents français, vous pouvez donner des champignons ou des choux-fleurs à vos enfants après Tchernobyl, il n'y aura pas de problème. Et on sait tous qu'aujourd'hui il y a eu des problèmes. Et donc quand on sait que l'information, il y a plus de radioactivité qu'hier, se transforme en une connaissance, est-ce qu'il est sain ou pas de donner à mes enfants tel ou tel type de nourriture qui vient de tel ou tel type d'endroit? On a besoin d'apprendre à... Et donc les Japonais... Donc les données, il faut avoir les données. Mais par exemple, les Japonais ont inventé en DIY, en do-it-yourself, ils ont fabriqué eux-mêmes des compteurs Geiger, d'accord, donc des systèmes pour mesurer la radioactivité. Donc au moins, ils avaient les données et c'était les leurs. Ensuite, ils pouvaient apprendre à les comparer à d'autres données et se dire, tiens, il y en a plus qu'hier. Donc il y a une information, il y a bien une contamination. Et à partir de là, la connaissance, c'est est-ce que cette information, est-ce qu'on atteint un niveau de radioactivité qui est dangereux pour la santé ou pas? Et là, il y a besoin de comparer un certain nombre de publications scientifiques et de relier cette information brute à des connaissances venant d'autres disciplines. Seuls les experts peuvent le dire, c'est-à-dire le commun du mortel, pas. Aujourd'hui, non, mais le commun des mortels devrait avoir accès non seulement à l'open data, mais aussi aux publications scientifiques ouvertes, pour se rendre compte par lui-même lorsque le problème le concerne particulièrement. Je donnerai juste un exemple pour illustrer ça. Pour finir, j'ai une amie qui a appris que 2 de ses enfants avaient la même maladie génétique. À l'époque, elle n'avait aucune formation scientifique. Et elle a cherché autour d'elle de l'aide, elle n'en a pas trouvé. Aujourd'hui, elle a créé un réseau et elle est l'auteur de 60 publications scientifiques sur la maladie de ses enfants. D'accord ? Et donc, elle est passée du commun des mortels à un niveau d'expertise qui lui permet de discuter avec les meilleurs experts, parce que ce problème est au cœur de sa vie. François, je vais vous demander de me donner le micro. Ce serait dommage que nos amis internautes ne m'entendent pas. Cette émission donc est maintenant terminée. Merci beaucoup François d'avoir joué le jeu de cette émission, de ce rendez-vous du futur. Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible, la JD Carré, le Cube, Triple C et un air de chat. Merci à nos partenaires médias, Sun Sun Sun, Notex et Arte Créative. Prenez vos agendas, j'ai quelques actus à vous donner. Il y a le prix Cube. Je vous invite donc à aller sur le site du Cube, le site du Cube.com, lecube.com, et vous saurez tout sur le prix international sur la jeune création en art numérique. Niels, peut-être que tu peux en dire un petit mot sur le prix. Ah oui, pardon, j'ai un micro. Le prix qui a lieu fin mars. Oui, donc ça va donner lieu à une exposition. Donc il y a eu un appel à projets international. On a reçu beaucoup de projets. Il y a 5 projets qui ont été nominés, comme on dit, et il y aura un prix qui va être remis, une dotation de 10 000 € qui va être remis donc à un des artistes. Il y a un jury qui va se réunir, et ça va donner lieu à une exposition à l'espace Saint-Sauveur, à Issy-les-Moulineaux, un très joli espace. Et donc la date, si tu peux la rappeler, je l'ai plus. Du 27 mars au 31 mars, donc à l'espace Saint-Sauveur, à Issy-les-Moulineaux. Vous en savez plus évidemment sur le site du Cube. Merci Niels. Autre actu d'ailleurs du Cube, le Cube lance son e-book
l'e-book du Cube, donc avec une préface de Jacques Attali. Pareil, vous aurez toutes les informations sur le site du Cube. Nous suivrons attentivement la semaine digitale qui va se passer à Bordeaux fin mars. Nous allons notamment beaucoup parler de l'open data et ça va être passionnant. Et nous vous donnons rendez-vous le 8 avril prochain pour un prochain rendez-vous du futur, cette fois-ci avec Mercedes Herra, présidente fondatrice du groupe BETC, un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer. Et allez, comme je suis en forme, un dernier scoop, une dernière info, le 18 juin prochain, notez-le bien, nous fêterons, et dont vous êtes tous invités, nous fêterons les 3 ans de cette émission interactive, de cette émission qui explore le futur avec des vigies de notre époque. Et nous fêterons cet anniversaire notamment avec notre parrain. Il était là à la première émission, il sera là à la 20e, c'est donc Joël de René. Il sera là au Cube, à Issy-les-Moulineaux. En attendant aussi Joël, en attendant, nous restons en contact sur le site, sur les sites et sur les réseaux sociaux. À bientôt, bonne soirée, merci.